Merci d'être toujours avec nous. Oui, effectivement, cette soirée spéciale sur France 3 se poursuit avec maintenant votre avis, vos idées, vos propositions. Place au débat citoyen avec un sujet qui est au cœur de cette campagne pour les municipales. Comment redonner vie au centre-ville? Comment faire revenir des commerces, des habitants, des services? Que faut-il changer ou inventer? La parole est aux citoyens pendant 45 minutes. C'est parti. On appelle ça le syndrome de la vitrine vide, une maladie qui touche bon nombre de villes de la région, petites, moyennes et même métropoles. Les signes sont partout les mêmes, rideaux baissés, logements vacants, panneaux à vendre. Alors quand le cœur des villes ne bat plus très fort, comment faire pour le réanimer? Et si on en parlait directement avec ceux qui vivent la ville au quotidien, qui y travaillent, parce que des pistes et des bonnes idées, il y en a et on va vous le prouver avec nos invités. On ira à Pézenas, dans l'Hérault, avec vous, Olivier Dalman. Vous êtes artisan, vous êtes doreur à la feuille, c'est un beau métier. Et vous avez trouvé une astuce pour faire venir du monde dans votre boutique. Quelle a été votre bonne idée, vous ? Là, depuis quelques années, donc, on a mis en place des visites d'ateliers guidées où on partage pendant 1 heure et demie, selon le nombre de participants, un petit peu l'histoire de la dorure à la feuille, l'histoire du miroir, les différents styles. Et vous allez nous raconter comment ça se passe et comment justement ça aide à dynamiser le centre de Pézenas. Avec nous, il y a aussi Élie Daviron. On va parler avec vous d'une initiative 100% citoyenne qui a un gros succès à Montpellier et même au-delà de Montpellier. C'est un supermarché coopératif en plein cœur de la ville. Ça s'appelle la Cagette. Combien il y a de coopérateurs aujourd'hui à la Cagette? Alors à la Cagette, là on est sur le point d'atteindre les 3000 coopérateurs. Donc c'est pas mal, hein. Ça a démarré il y a combien de temps? On a ouvert nos portes en octobre 2017, donc dans le magasin actuel. Cela dit, on a commencé le projet en 2015, printemps 2015. Les premiers membres de l'association se réunissent. On était une dizaine à l'été 2015. Donc ça a bien grandi depuis. Denis Millet, vous êtes aussi avec nous. Vous êtes architecte urbaniste et responsable de l'aménagement du territoire pour l'agglo Hérault-Méditerranée, dont fait partie Pézenas. Vous connaissez un petit peu votre voisin. Vous avez lancé, vous, plusieurs expériences pour redynamiser les centres-villes. Quelle est la priorité quand on veut rebooster un centre? Il faut s'occuper d'abord de quoi? Des commerces, des habitants? Je crois qu'il faut s'occuper un peu de tout en même temps, parce qu'évidemment, les conditionnalités pour que les artisans d'art, par exemple, puissent bien fonctionner, c'est de faire en sorte que l'espace public, par exemple, soit réaménagé, que le patrimoine soit revalorisé, que les logements soient rendus décents, parce que souvent, il y a un problème d'insalubrité des logements, et de faire en sorte aussi de proposer peut-être des habitats différents, de façon à ce que des publics différents puissent venir habiter nos cœurs historiques. Donc beaucoup de chantiers en même temps. Et avec nous, il y a aussi un habitant de Juvignac, Frédéric Delamotte. Vous êtes avec nous parce que vous avez participé activement à un projet dans votre commune. C'était lequel? Alors j'ai eu la chance de participer à un projet où les citoyens ont piloté la rénovation, la réfection du grand parc qui est au centre de Juvignac. Mais pour commencer, on va partir à Alès, aux portes des Cévennes, ville moyenne de 40 000 habitants. Un ancien passé minier, des difficultés sociales, mais l'envie de ne pas céder à la fatalité. Thomas Izeb et Vincent Lefebvre ont posé leurs valises à Alès pour réaliser un documentaire que vous avez pu découvrir sur notre antenne. Ça s'intitule « On a voulu voir Alès », en voyage à contre-courant dans la cité gardoise. Avant de retrouver l'auteur, Thomas Izeb, voici un extrait. Au pied du Gardon, Alès s'étend à la verticale. Construit dans les années 60 et 70, ces grands ensembles visaient à proposer un logement pour tous, incarner le progrès et des jours meilleurs. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un horizon bouché, le symbole d'une utopie échouée à première vue. Très beaux endroits. On est mélangé français, gitan, espagnol. Dans le quartier, on est bien mélangé. Moi, mes voisins, je ne les vois pas un jour. Eh bien, j'y vais toquer et aussi. Pour vérifier. Pour vérifier, salam alaikum. Eh bien, vérifier. Où elle est, Michel? Je demande où elle est, Michel. Elle va bien? Il me dit oui, mais elle va bien. Eh bien, eux, quand ils ne me voient pas aussi, ils demandent à mes enfants. Et ça réchauffe le cœur. C'est ça qu'il faut. Ah ben oui, c'est ça le vrai Alès.
Dans ces grandes tours, on imagine une vie de béton. Mais la fraternité ouvrière a toujours ses quartiers. Au Pré Saint-Jean, on découvre surtout des rues désertes et des bars condamnés. La fin d'un monde. Mais au pied d'un immeuble voué à la destruction, changement de décor. Il y a l'équipe skate là, qui a du mal à faire, qui a du mal à faire une pause. Ah non, bah, ça se passe bien. Hein. C'est génial. C'est partout, c'est la fête. Jour normal à Alès. Bah normal, ouais. Une fois par mois, on organise ce qu'on appelle un terrain d'aventure. C'est mettre de la vie là où il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et ça a l'air de marcher. Ben, ça marche, mais grave. En fait, de toute façon, la vie, c'est les gens. Hein. Voilà, et là, ne regarde pas le sol. C'est quoi ça? Eh ben, ça, c'est de la menthe, ça, c'est des fruits rouges, et ça, c'est de la pêche. Tu veux quoi? Tu veux des fruits rouges? Eh ben, tiens. Et je voyais là sur le chapiteau de la verrerie. Petit Barnum, ouais. Qu'est-ce que c'est? La verrerie, c'est le pôle cirque d'Alès. En fait, c'est un pôle national cirque, il y en a 12 en France. Mais là, on est quand même loin du cirque, non? Ouais, en fait, Alès, c'est une longue histoire avec le cirque. Tout le monde est passé au moins une fois à l'école de cirque à Alès, quoi. À Alès, pas un gamin n'est pas passé par l'école de cirque. Et là aussi, l'héritage de la mine n'est pas loin. Au début des années 80, la fin du charbon laisse des entrepôts vides. Les arts du cirque viennent occuper l'espace physique, mais aussi social et culturel. Alès devient une place forte des arts circassiens. Sur la scène nationale de la verrerie, on monte des spectacles de premier plan. Allez, sors. Voilà, oui, bloque bien. Juste à côté, à l'école de cirque du Salto, on fait ses classes. Allez, droite. Oui. Bien. Inspire. Verrouille. Attends, t'es pas pressé. Tout sensiblement. Voilà, sors pas la tête. Descends que les jambes. Ok. Super. Allez, tempo à l'équipe. Au bas. Belle. Ok. C'est bien. Alès, c'est pas une ville riche, c'est une ville où il n'y a plus de travail, qui a vraiment été développée par les mines. Puis dans les années 70, alors ils ont fait toutes les barres de béton, tout ça, cassé les centres-villes historiques. Puis quand les mines se sont écroulées, qu'est-ce qui reste? Peu de choses en fait. Donc c'est quand même une ville dure. Peu de gens prévoient leur avenir ici. T'avais quelle image d'Alès? Eh ben, aucune. Voilà, une petite plongée à Alès avec Thomas Izeb qu'on va aller rejoindre tout de suite en duplex depuis Paris. Vous êtes donc l'auteur de ce documentaire qui fait partie d'une collection civile à travers la France. Alès, Vierzon, Maubeuge, Saint-Brieuc, Draguignan et Alençon. Vous dites qu'elles n'ont pas de patrimoine de l'humanité, pas de spécialité locale, pas de club en Ligue 1, des villes qu'on traverse sans vraiment avoir envie de s'arrêter. Tout à fait. Nous, on a choisi d'aborder ces villes oubliées et ces villes souvent surtout mal perçues à travers l'angle du tourisme en se disant quand on débarque là-bas, qu'est-ce qu'on trouve? Et surtout quand on va là où on n'aurait jamais voulu s'arrêter, parce que si vous avez un week-end à passer en famille ou avec votre amoureux, vous n'allez pas forcément choisir Alès comme première destination. Donc on a pris le contre-pied en se disant si on va là-bas, qu'est-ce qu'on trouve justement? Là où il est supposé n'y avoir rien du tout. Justement, vous, dans le centre-ville d'Alès, qu'est-ce que vous avez ressenti? Le centre-ville d'Alès, il y a plusieurs centres-villes, mais quand on débarque à la gare d'Alès, par exemple, c'est comme un grand vide. Ça veut dire que c'est des longues avenues occupées par les voitures, très peu de commerce. Et puis quand on s'engage un peu plus en avant dans le centre-ville, c'est une ville en chantier, comme beaucoup de villes qu'on a vues, où il y a tous ces dispositifs de cœur de ville,
où on est en train sans doute de remettre de la place aux piétons, de rouvrir des commerces. Et puis à l'est, c'est aussi parce que l'extrait que vous avez pris, où c'est quand même des grandes barres qui correspondaient à une utopie sociale des années 60-70 et qui s'est révélée être un échec. Et donc il y a ces grandes barres qui semblent un peu extrêmement froides au premier abord, mais ça n'empêche pas évidemment la vie de circuler. Vous avez senti quand même qu'il n'y avait pas de fatalité, que les habitants étaient pleins de bonnes idées pour justement relancer les choses. Oui, tout à fait. On s'est intéressé à beaucoup d'initiatives différentes, que ce soit culturelles, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit de la solidarité. Et ce qu'on ressort de ces 6 documentaires qu'on a fait à travers la France, et notamment celui d'Alès, c'est qu'en fait, peut-être que dans ces villes qui ont essuyé toutes les crises, c'est là où il y a de la place et du temps pour réinventer. Et peut-être que c'est des villes qui sont beaucoup plus dynamiques que ce qu'on croit, parce que, justement, face à ces crises qui ont été d'une violence parfois terrible, voilà, c'est toujours le petit brin d'herbe dans les zones de friche. Il y a toujours des choses qui vont naître. Et peut-être que là-bas, justement, il y a un dynamisme particulier. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec une Alésienne. Merci beaucoup Thomas Izeb. On va continuer la discussion justement avec une habitante d'Alès qui nous attend. On va se connecter avec elle. Elle s'appelle Charlotte Éloi. Charlotte, on va vous retrouver tout de suite. Alors vous ne pouvez pas être avec nous sur ce plateau parce que vous êtes en pleine réouverture de votre magasin. Il y a plein de choses à boucler. Vous tenez dans le centre une épicerie où vous vendez aussi des cosmétiques. Pourquoi vous avez décidé absolument de vous installer à Alès ? Alors, j'ai pas décidé absolument. C'est un concours de circonstances. Moi, j'ai fait mes études sur Montpellier et Paris. Et je suis redescendue écrire mon mémoire. Et puis, progressivement, j'ai cherché du travail hors Alès. J'avais vraiment pas envie de revenir dans le sud de la France. Et puis, finalement, d'une opportunité à une autre, j'ai ouvert une petite boutique il y a maintenant 5 ans. Et puis, progressivement, le projet a mûri et j'ai agrandi. Et là, j'ai déménagé et je me suis installée dans un tiers-lieu. Donc, voilà, en fait, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire un tiers-lieu, c'est quoi ? Donc, aujourd'hui, je monte un tiers-lieu qui regroupe restaurants, boutiques, personnes autour du bien-être, sophrologues, olfactothérapeutes. Et après, il y a aussi un informaticien, il y a un expert comptable et un cabinet d'architecte d'intérieur. Et c'est un lieu sur Alès, justement, par rapport à ce que disait Thomas, qui va à l'encontre des barres d'immeubles, parce que nous, on est sur une bâtisse qui est du début du 19e, qui a encore un petit peu de patrimoine alésien, et on y a créé un espace collectif, justement, où tout le monde travaille ensemble et on y organise un petit peu de culture, des concerts, des expositions. Je rejoins le monsieur qui fait les ateliers aussi parce que comme j'ai en effet une boutique où je propose beaucoup de choses au vrac, dont les cosmétiques et les ménagers, on met en place aussi des ateliers do it yourself, quoi. Donc ça veut dire que pour relancer une activité, il faut être un petit peu inventif et collectif ? Alors, inventif, ça, je pense que c'est sûr. À l'Est, il y a beaucoup de boutiques de prêt-à-porter, par exemple. Et quand je suis arrivée il y a 5 ans, moi, j'ai fait un mix. J'ai créé un concept store qui existait déjà dans beaucoup de villes. Mais à l'Est, les gens m'ont regardé avec des grands yeux. J'ai commencé en mêlant la décoration et le prêt-à-porter. Et progressivement, donc en 2017, j'y ai ajouté tout ce qui était bien-être et cosmétique. Donc oui, je pense qu'il faut être innovant. Et progressivement, moi, en 5 ans, j'ai vu le nombre de petites boutiques, que ce soit de créateurs, d'épiceries vrac, ou maintenant beaucoup tournées autour du bien-être, qui s'ouvrent de plus en plus. Voilà. Même depuis que Thomas est passé dans la région, il s'est passé pas mal de choses. On reviendra vous voir tout à l'heure, Charlotte, parce que vous êtes aussi manager de Cœur de Ville. Vous nous expliquerez un petit peu comment vous travaillez. Frédéric Delamotte, vous habitez Juvignac, une commune collée à Montpellier. Comment vous vous débrouillez pour vos courses ? Vous allez où ? Vous allez plutôt à l'extérieur de la ville, en ville ? Plutôt en ville, parce qu'en plus, on peut y aller à pied. Donc, il y a la facilité, la proximité. Donc, à Juvignac, vous avez les commerces de proximité dont vous avez besoin. Donc, pas forcément la métropole, pas forcément les grands centres commerciaux. Tout à fait. Et vous, Élie, vous n'avez pas de voiture, je crois. Non, vous vous débrouillez-vous ? Moi, j'ai de la chance. J'habite à 5 minutes de la Cagette. Donc, mais bon, on ne trouve pas de tout à la Cagette. Oh, on trouve quasiment tout. Je crois que je ne suis pas allé au supermarché depuis maintenant 2 ans.
à part en déplacement, évidemment. Mais non, effectivement, on a la chance d'avoir réussi à trouver un emplacement de 400 mètres carrés proche du centre-ville. Pour nous, c'était un des critères centraux de la réussite du projet. Et la plupart de nos clients viennent à pied ou en vélo. Ça dit encore un peu de monde qui vient en voiture. Et vous, personnellement, faire sans voiture, dans la vie de tous les jours, ça pose pas de problème? Alors, personnellement, c'est un peu hypocrite de dire que j'ai pas de voiture. Ma copine a une voiture. Ah. Donc, il m'arrive, par exemple, quand on quitte la ville, de prendre une voiture. Mais pour les courses, non. En fait, à Montpellier, on peut faire toutes ces courses au centre-ville. C'est possible. On n'a pas besoin des ZAC pour le quotidien, en tout cas. Allez, on va voir comment ça se passe du côté de Pézenas. Alors, la situation est un peu différente, puisque Pézenas, haut lieu touristique quand même entre Béziers et Montpellier, 8000 habitants à l'année, 750 000 visiteurs en haute saison. Olivier Dalman, le problème, c'est qu'en fait, ils viennent tous au même moment, les touristes. Comment vous faites, vous, le reste de l'année? Ouais, on a effectivement, sur la période estivale, on est un petit peu comme envahi. Ça se voit essentiellement sur les places de parking disponibles. Et puis, en cette période de l'année, c'est-à-dire de novembre jusqu'à mars, dans les grandes lignes, on se retrouve avec un patrimoine architectural quand même très conséquent et une ville, pour ainsi dire, déserte, avec pas mal de commerçants qui jouent le jeu dans ce sens-là, c'est-à-dire qui prennent des grandes vacances. Exactement. Des établissements qui sont fermés pendant 6 mois. C'est un petit peu avec le temps. La ville a pris ce rythme-là. Et donc, au même titre que la personne qu'on a vue là sur Alès, nous on a mis en place des petits modules qui permettent aux gens de venir chez nous, de découvrir le métier. Après, c'est un petit produit, c'est 5 € par participant. Donc souvent, ça se fait avec des groupes déjà constitués. On a eu 2 groupes de Montpellier là ce matin. Et ce qui permet, donc, d'une part, rentrer en communication avec des gens qui viennent de loin ou moins loin, d'avoir des petites rentrées. Oui, de continuer à vivre le reste de l'année pour vous. Et vous dites aussi, il faut être extrêmement disponible. Aujourd'hui, les commerçants, vous êtes quasiment disponibles 7 jours sur 7. Comment vous faites? On est 2. On a la chance d'être 2. Oui. Ah, absolument. On est 2. Et on essaye vraiment d'être ouvert minimum 300 jours par an. Et la plupart du temps, il y a une petite affiche sur la boutique qui signale donc on n'est pas bien loin et que s'il y avait quelque chose de concret, que les gens n'hésitent pas à nous appeler. Vous laissez votre numéro de téléphone carrément? Absolument, et on se déplace. Numéro de permanence Non, un petit peu après, c'est... Déjà, le fait de rentrer en contact avec les gens par téléphone qui vous appellent, oui, je suis devant votre boutique, je vois tel objet. Donc, par conséquent, on a leur numéro de téléphone, on peut aussi communiquer dans un rendez-vous, mais ne serait-ce que... Donc, garder cette relation de proximité. Tout à fait. À Pézenas, vous avez réussi à garder des petits commerces. Il y a quand même des grandes surfaces, mais qui sont un petit peu disséminées autour de la ville. Comment vous avez réussi à préserver cet équilibre ? Je crois qu'à Pézenas, donc grâce en première instance à Malraux, qui à l'époque avait déjà classé le site. Est-ce que les habitants sont partie prenante de ce combat-là? On dit, mais nous, on veut garder cet équilibre-là. Oui, le Picénois, moi, je ne suis qu'à moitié Picénois, mais enfin c'est un petit peu chez moi quand même, Pézenas. Je crois que même s'ils ne passent pas leur temps dans la vieille ville, sont tout à fait fiers et conscients aussi du patrimoine dont ils disposent et comme l'animal totémique, le poulain qui n'a jamais cessé d'exister, de faire vraiment partie intégrante du carnaval là, qui s'annonce, tout ça. Et il y a, par rapport à d'autres villages, je dirais une identité picénoise qui a pu rester intacte, qui est fédérée, que ce soit un petit peu par la municipalité, mais aussi les commerçants, les familles de commerçants de Pézenas. Oui, il y a une vraie dynamique dans la ville pour conserver ça. Ouais. Ce qui est un peu plus compliqué à Agde déjà, de par la configuration, puisqu'on est avec une cité balnéaire, puis un cœur historique. C'est plus compliqué de faire vivre cette ville et de la redynamiser, Denis Millet. Oui, c'est très compliqué parce que c'est toute une histoire. Évidemment, la station du câblage, je dirais, pendant les 40 dernières années, depuis sa création, on s'est surtout occupé du littoral. Et donc, évidemment, il y a une sorte de déplacement du centre-ville qui a quitté le cœur historique, qui se retrouve entre la station et Est-ce que c'est un problème, ça, d'ailleurs, que le centre-ville se soit déplacé ?
C'est pas que ce soit un problème, c'est que malgré tout, quand il se déplace, il laisse un cœur historique qui avait une fonctionnalité par le passé et qui a du mal à retrouver une nouvelle fonctionnalité. Donc il ne s'agit pas de retrouver dans le cœur historique les fonctionnalités passées, mais de lui retrouver quand même une raison d'être. Et c'est ce à quoi on travaille. Alors évidemment, on pourrait dire que Agde, l'été, c'est aussi grand que Montpellier, hein, c'est 250 000 habitants, donc c'est considérable. Et puis c'est un peu comme à Pézenas, c'est-à-dire c'est fini où c'était les 2 mois d'été, ça part du mois de mars jusqu'aux vacances de la Toussaint, en gros, où il y a toute une modulation des populations en cours de temps. Mais la difficulté, c'est effectivement de faire en sorte que tous ces gens qui viennent sur notre littoral, à un moment donné, éprouvent le besoin de venir dans le cœur historique. Et parmi les pistes que vous explorez, vous avez décidé d'installer des artisans d'art pour lutter justement contre le fameux syndrome de la vitrine vide. On va revenir un petit peu en arrière. En 2017, on va revoir le reportage de Delphine Aldebert et Nicolas Chataille que l'on avait consacré à cette initiative. On en reparle après. Des rideaux baissés, des panneaux à vendre, le centre-ville d'Agde est en perte de vitesse. Pourtant, depuis 10 ans, des enseignes jaunes fleurissent dans le cœur historique. 30 ateliers d'art haut de gamme se sont implantés. C'est le cas de cet artisan joaillier, Géraldine, qui a quitté Nantes pour Agde il y a 1 an et demi. And I do it all myself. Everything. Géraldine crée et vend dans cet atelier ouvert au public. Une condition imposée par la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée qui, en échange, lui a offert des avantages non négligeables. Elle ne paie que 15 € de loyer chaque mois. Quand vous avez un loyer très très élevé à payer, vous rentrez dans une espèce de cercle, enfin une espèce de condition de travail qui fait qu'il faut absolument que vous remplissiez ce poste-là, le poste du loyer. Ça vous fait un frein, alors que quand vous avez un loyer symbolique comme celui qu'on a, c'est la possibilité de travailler sereinement. Des loyers symboliques, des locaux rénovés, la communauté d'agglomération a mis les moyens pour redynamiser son cœur de ville, car c'est elle le propriétaire. Elle rachète les boutiques vacantes pour les mettre à disposition des artistes. Agnès, peintre-sculpteur, travaille dans cet ancien restaurant depuis 4 ans et se souvient de son premier jour. En fin de matinée, il y a des gens qui sont rentrés, un couple, et qui nous ont acheté une petite pièce, et on s'est dit... Ah, c'est peut-être la pièce de l'année. Bon, mais heureusement, ça a continué. Je ne vous dis pas que, voilà, que c'est tous les jours comme ça, non. Mais il y a quand même un potentiel, mais qu'il faudrait développer davantage. Car l'objectif est à terme d'attirer aussi des commerces traditionnels. Mais pour l'instant, les signes de renouveau sont encore timides. Pourtant, l'agglo, la région et le département dépensent chaque année 500 000 € dans cette politique métier d'art. Combien de temps ces financements seront-ils encore disponibles et pour quelle efficacité? Jusque-là, seuls 2 commerces traditionnels se sont installés. C'est peu, trop peu, mais c'est un pari sur l'avenir. Alors on en est où aujourd'hui, Denis Millet? Disons que de toute façon, cette initiative qui a été prise, qui est vraiment vitale pour le cœur historique, continue. Hein. On continue à acheter des rez-de-chaussée, on les transforme en métiers d'art, mais pas que. Mais c'est beaucoup d'argent quand même, 500 000 € chaque année. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais par ailleurs, on est attributaire de 10 millions d'euros par la nouvelle politique de rénovation urbaine. Et ce travail-là n'a de sens qu'à partir du moment où on l'accompagne par beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que les espaces publics, par exemple, c'est un élément très important. La valorisation patrimoniale, c'est un élément très important. Au même titre que Pézenas, mais à un niveau moindre, mais on est aussi en site patrimonial remarquable, comme à Pézenas, il y a un patrimoine remarquable, mais que personne aujourd'hui ne vient voir. Et donc, ce qui nous semble très important, et c'est le pari qu'on a fait, c'est travailler sur l'économie culturelle et créative, c'est-à-dire de parier sur cette notion de culture vivante qui passe par les métiers d'art, mais qui passe aussi par la valorisation des bâtiments, qui passe par des visites théâtralisées, etc., qui font qu'à un moment donné, les gens reviennent. Parce que faire un commerce avant que les gens ne soient là, c'est pas viable. Donc il faut bien inverser les choses et bien se dire que c'est la constitution et la construction de ces conditionnalités qui font que les commerces vont revenir. Et donc il faut faire revenir des gens, des habitants. Vous n'avez pas le sens de savoir que dans tous les cœurs historiques de France et de Navarre, les problèmes de vacances, de logement sont réels, que souvent ça joue le rôle effectivement de passage dans les parcours résidentiels où c'est les gens les plus en difficulté qui viennent. Et donc il faut ramener des populations un peu différentes dans ces cœurs historiques, c'est ce à quoi on s'emploie. Et c'est très important dans les politiques d'aménagement du territoire. Donc c'est moins spectaculaire évidemment que l'ouverture d'une boutique, mais pour autant c'est tout le petit travail du quotidien de préparation qui est extrêmement important et dans lequel on engage aussi les habitants. Il y a un conseil citoyen qui a été constitué par exemple sur le cœur historique
économique où des habitants, des commerçants, des professions libérales, des agents immobiliers, etc., participent à la constitution finalement de cette estime de soi par rapport à la ville. Parce que c'est un vrai problème qu'il n'a pas à Pézenas. Parce qu'à Pézenas, comme vous le disiez, à Pézenas, les gens sont fiers de leur ville, alors qu'à Agde, il faut reconstituer ce sentiment d'estime. Et les meilleurs projets se font avec les citoyens. On va en reparler dans un moment avec vous, Frédéric Delamotte, mais on va faire un petit tour par Paris, retrouver Thomas Izeb. Quand vous avez fait justement votre tour de France, est-ce que vous avez remarqué des initiatives qui étaient intéressantes et qui peuvent aider justement à relancer des centres-villes? Oui, tout à fait, et elles sont de tout ordre. C'est-à-dire qu'il y a, par rapport au patrimoine dont vous parliez tout à l'heure, il y a ce patrimoine revalorisé, comment on le fait revivre, comment on fait vivre une histoire. C'est le cas à Alès, par exemple, avec tout le patrimoine minier. Il y a aussi comment ces grandes anciennes usines qui ont été abandonnées peuvent devenir autre chose. Et là, c'est souvent la culture et les solidarités, et peut-être aussi les nouvelles façons de produire et de consommer qui vont les réoccuper. Et puis, il y a aussi, on a vu beaucoup de jeunes entrepreneurs qui pouvaient aller créer dans ces petites villes, dans ces cœurs de ville où ça coûte moins cher, tout simplement. Et je pense que Charlotte peut bien en témoigner. Et ben, de nouveau, là, il y a de la place et peut-être du temps et moins d'exigences de moyens pour démarrer des aventures. C'est le cas, par exemple, d'une entreprise à Alès qui s'appelle Okni et qui fait des objets culinaires non identifiés. Donc quelque chose de très particulier. Ils sont quand même à la pointe de l'innovation gastronomique. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient pu faire cette aventure dans une grande métropole. Mais à Alès, c'est possible. On va aller voir Charlotte, justement, vous en parliez. Vous Charlotte, vous êtes manager de centre-ville. Comment, justement, vous aidez les autres commerçants ou les habitants à participer à la revitalisation d'Alès? Alors du coup, depuis septembre, j'ai pris le poste. Nous sommes 2 parce que la tâche est pas petite. Et pour l'instant, on ne travaille pas trop avec les usagers. Par contre, on accompagne les commerçants pour justement recréer une dynamisation. Alors soit on s'accroche avec les festivités qui sont déjà mises en place. Il y a des événements tout au long de l'année qui sont créés par la ville et on incite les commerçants et les associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations de quartiers, même en centre-ville, pour essayer de s'accrocher et de les remettre eux-mêmes dans l'envie de faire quelque chose. Parce que justement, avec cette baisse un petit peu de consommation en centre-ville, les commerçants se sont vraiment... ils s'enferment, ils sont plus du tout positifs dans leur activité. Donc on essaye un petit peu de les remotiver à s'y mettre. Et à côté de ça, on essaye de faire un lien aussi avec des demandes qui sont parfois toutes petites sur la propreté, la sécurité. Et on essaye de les accompagner et de pouvoir répondre à leurs demandes comme ça. Oui, donc trouver des solutions tous ensemble. Avant de parler de la Cagette et de la façon dont vous avez monté ce projet et dont il vit aujourd'hui, je vous propose d'aller dans une toute petite commune d'Occitanie qui s'appelle Miradou, ça se trouve dans le Gers, où face à la disparition du commerce de proximité, il y a eu une mobilisation générale. Vous allez voir comment dans ce reportage et puis après on parle de la Cagette. Tous les Jessica Brut, mère au foyer, enfile 2 fois par semaine le tablier de caissière. Tout va bien. C'est les débuts, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. En novembre dernier, l'épicerie de Miradou ferme ses portes. Contre toute attente, une centaine de bénévoles se mobilisent pour son maintien. À bientôt, merci, au revoir. C'est vrai qu'il y a d'autres commerces, mais créer un lieu d'échange, de partage, également aussi pouvoir proposer à nos clients des produits locaux. On est très à cheval là-dessus, donc on essaie de faire au maximum. Et puis voilà, pour redonner un petit côté de peps au village. On a acheté des lentilles locales, de lectorat, bio, c'est super. Et surtout du bœuf local, ce qui est très compliqué à trouver en grande surface. Chaque jour, les habitants se relaient à la vente. Côté livraison, ils font appel aux producteurs du coin. Salut Jessica, je t'amène des produits. Pour Xavier Bernard, agriculteur miradousin, le circuit court est un bon moyen de combler ses revenus au-delà des marchés et surtout de sécuriser la production locale. Moi, je ne fais pas beaucoup de canards à l'année. Si je devais les vendre à une coopérative, j'en vivrais même pas, quoi. J'ai mis pas mal de pâtés et de rillettes parce qu'on a beaucoup de marcheurs
comme le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc voilà, c'est des gens qui vont, en passant, s'acheter un pot de pâté et puis se faire un sandwich et repartir, quoi. Car chaque année, ce sont près de 12 000 pèlerins que cette petite commune du Gers voit passer. Ça nous est arrivé assez souvent de traverser des villages alors qu'on avait besoin de nourriture ou de boissons et de ne rien trouver. C'est un bon point pour les pèlerins, mais je pense que c'est un bon point pour le village aussi. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui se sont mis d'accord pour faire fonctionner cette épicerie en mode coopératif. Donc c'est génial. En attendant un repreneur, le village tout entier se réjouit de faire revivre la place principale. Élie Daviron, des citoyens qui prennent les choses en main, c'est aussi l'histoire de votre supermarché coopératif à Montpellier. Comment ça a commencé cette histoire-là ? Comment ça a commencé cette histoire-là ? Cette histoire-là commence en 2015, quand on s'inspire de la Louve. Donc la Louve, supermarché coopératif à Paris, fondé par Tom et Brian, qui s'inspire eux-mêmes de Park Slope Food Coop, supermarché qui existe depuis 1973 à New York, qui a beaucoup évolué jusqu'à atteindre la forme qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire une structure à but non lucratif, dont les clients participent 3 heures par mois au fonctionnement et sont sociétaires. Donc pour venir acheter à la cagette, il faut aussi participer, mettre en rayon, tenir la caisse. 2 conditions, il faut avoir des parts de l'entreprise, donc c'est une coopérative. Le principe de la coopérative, une personne égale une voix. Voilà, donc participer à cette gestion. Et participer 3 heures par mois à son fonctionnement, en caisse, au ménage, aux réceptions de marchandises, à la comptabilité, au bureau des membres, etc. Donc c'est un magasin qui a plusieurs avantages. Le premier, c'est évidemment proposer des choses en circuit court. On va faire les courses à côté de chez soi, on ne va plus à l'extérieur de la ville. Et puis aussi, c'est le lien social, j'imagine. Alors le lien social, le lien intergénérationnel qui est très fort chez nous, puisque effectivement on a des gens de tout âge qui collaborent et qui échangent leurs pratiques et leur savoir-faire. Et ensuite, ce qui est central dans notre projet, c'est la résistance au capitalisme et au libéralisme. C'est le fait de pouvoir conserver une partie de la valeur distribuée dans le quartier, dans la ville, dans la métropole, sur le territoire, en achetant localement, mais aussi, par exemple, là où nos concurrents, avant qu'on rachète, employaient 1 personne, on emploie 8 personnes. Est-ce que c'est un modèle aussi qui va à l'encontre des supermarchés ? C'est un modèle qui va clairement à l'encontre des supermarchés, ou en tout cas à l'encontre des hypermarchés. Pour nous, le syndrome des vitrines vides, il ne vient pas de nulle part, c'est une faillite organisée. Il s'agit de l'inflation qu'il y a eu sur les ZAC et la gestion de la ville comme un projet immobilier spéculatif, évidemment, met une pression sur le centre-ville. Le blanc-seing qui est donné régulièrement à des multinationales pour exploiter des espaces mal aménagés autour des villes, autour des métropoles, dans le secret espoir que ça ruisselle d'une manière ou d'une autre, alors qu'en réalité on sait qu'il n'y a plus d'investissement, malgré les taux négatifs, que cet argent se retrouve investi dans l'immobilier avec une hausse sur les loyers, avec une hausse y compris sur les loyers. Oui, c'est tout ce message-là aussi qui est derrière cette démarche. C'est notre démarche. Qu'en pense le citoyen de Juvignac ? Alors, je pense que c'est très intéressant. Bon, moi, en ce qui me concerne, je me suis retrouvé un peu par hasard dans ce projet parce que je suis curieux. Et j'ai beaucoup apprécié. Alors, vous parlez de la participation pour la création d'un parc à Juvignac. C'est ça. Donc, en fait, on avait un vieux parc qui avait été fait par des promoteurs immobiliers où, en fait, ils avaient mis tout leur gravat. Et donc, rien ne poussait, donc c'était pas terrible. Et il y avait quand même une envie des gens d'aller dans ce parc parce qu'il est grand, il est central. Et puis, en fait, la municipalité a proposé à ce que ce soit les utilisateurs du parc qui redéfinissent la nouvelle version. Alors moi, j'y suis allé parce que je suis curieux et que j'utilise ce parc. Vous étiez un peu flatté aussi à un moment donné quand vous demande votre avis. Enfin, flatté, c'est peut-être pas le bon mot. Voilà, je ne suis pas allé pour des questions d'ego. J'y suis allé d'abord parce que je suis curieux. Et puis, j'y vais soit parce que je vais courir le matin, soit j'y vais avec mes petits-enfants. Donc, c'est 2 activités très différentes. Et donc, j'avais au moins 2 bonnes raisons que ce parc évolue. Et j'étais curieux aussi de voir la méthode. Parce que ça doit être difficile pour des professionnels qui ont déjà fait des parcs plusieurs fois dans leur vie, de devoir écouter les gens du coin qui, parce que tout le monde a son avis et peut-être des avis différents. Et donc, moi, je dois louer le calme et la zénitude des personnes qui ont géré ça, qui sont formées. C'était quand même important. Et donc, je suis à la fois pressé qu'on l'inaugure, ce sera en mars, mais je suis aussi heureux de voir qu'on a réussi à discuter avec des gens qui avaient des avis extrêmement différents au début,
Et notamment avec les enfants qui n'avaient pas du tout la même idée que vous sur le parc. c'est ça, parce qu'en fait, les adultes qui participaient à des réunions qui avaient lieu le soir ne voulaient pas de point d'eau, et tous les enfants des écoles voulaient tous une mare. Alors, Qui l'a emporté? Et ben, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir à Villeveyrac, la LPO, à un refuge, et eux, ils ont fait une mare qu'ils ont rajoutée, une mare artificielle, on peut dire, même si maintenant elle est alimentée naturellement. Et donc, on est allé les voir, tout le groupe de travail. Là, on y est allé, on a passé 2 heures autour de la mare. Et à la fin, quand on a voulu faire la colonne avantages et inconvénients, il n'y avait plus personne pour mettre des inconvénients. Donc, en fait, les enfants ont gagné parce qu'on a été convaincus de... Donc, pour la biodiversité, c'est bien, puis c'est un piège à moustiques, en fait. C'est le contraire de ce qu'on pensait. Ça n'apporte pas des moustiques, ça apporte des batraciens et des libellules qui dévorent les moustiques. Et donc, si tout se passe bien, réponse dans quelques années, on va dire, on aura amélioré, on a compté les oiseaux et les insectes là maintenant, et on va les compter. Donc vous plus tard. pourrez vérifier. Voilà, on verra si on avait raison. Et c'était super intéressant. Denis Millet, c'est pas évident de faire avec les habitants, comme disait Frédéric Delamotte. Il faut entendre tout le monde, il faut être un petit peu ouvert. Oui, bien sûr, enfin, on en a parlé ensemble, mais c'est vrai que c'est des nouvelles pratiques qui vont être de plus en plus courantes, dans lesquelles il va falloir effectivement, c'est pas parce qu'on est spécialiste d'un domaine que les bonnes idées ne peuvent pas venir de gens qui ne le sont pas. Donc il faut être en position d'écoute et en position aussi de créer ce climat de confiance qui ne se décrète pas mais qui se construit, hein. Donc ça demande de la durée, du temps, de la patience, de l'écoute, et aussi de réactualiser effectivement tous les... Enfin, je rebondis sur ce qui était dit précédemment. Tous les modèles que l'on a en tête sont forcément remis totalement en cause, parce que le réchauffement climatique, etc., enfin j'en passe, c'est des meilleurs, mais qui vont nécessiter de réfléchir différemment et avec les gens aussi d'une manière différente. Même si effectivement, j'ai eu l'occasion de faire des expériences de même nature, quand vous avez des gens qui ont des positions extrêmement opposées, il faut arriver à trouver un compromis qui ne soit pas une compromission, mais qui soit un compromis acceptable. Et souvent, c'est par le biais du temps qu'on passe, de la durée, qu'on arrive à trouver des solutions qui conviennent à tout le monde et qui permettent effectivement de travailler à la ville de demain, qui sera plutôt une ville frugale, du moins on l'espère, qui soit une ville où la mixité puisse s'opérer, etc. C'est toutes des bonnes intentions, mais qu'il est toujours très difficile de mettre en œuvre. Est-ce que les projets sont meilleurs à la fin quand ils sont co-construits avec les habitants? Alors ça, d'abord, un projet meilleur, pour moi, de fait, la ville, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Et donc, un projet peut être médiocre peut-être au début et devenir bon, et inversement. Donc, ce qui est intéressant dans ces démarches-là, c'est qu'on crée une dynamique de rencontres, d'échanges, etc., et de confiance qui fait qu'à un moment donné, la mutation de la ville, puisqu'on est tous là-dedans, et on va l'être de plus en plus, la mutation, la réversibilité de la ville, va pouvoir être d'autant plus facile à mettre en œuvre que les groupes constitués de départ vont pouvoir soit perdurer ou du moins laisser la place à d'autres qui vont être dans une philosophie un peu analogue et qui vont permettre effectivement peut-être de s'adapter à des choses que l'on ne connaît pas. Puisque de fait, le paradoxe de tout ça, c'est qu'on avance tous, mais vers quelque chose dont on ignore la fin. Et donc il va bien falloir être très prudent, et notamment ces notions de réversibilité. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, je suis capable de l'enlever parce que je me rendrai compte que je me suis trompé? Et ça, c'est des nouvelles attitudes qu'on n'avait pas du tout dans les décennies précédentes, qu'il va falloir qu'on intègre. Et donc, c'est, je dis souvent, d'ailleurs, dans ma direction de l'aménagement du territoire, j'ai maintenant un service agriculture. Et c'est pas si courant que ça, que dans une direction de l'aménagement du territoire, il y a un service agriculture, dans lequel on fait de l'agroforesterie, on construit des bergeries, on travaille sur les marchés de pays, on essaie de mettre en place des circuits courts, qui n'est pas du domaine fondamentalement de l'urbanisme habituellement, quoi. Est-ce que vous, par exemple, parmi les coopérateurs de la Cagette, il y en a qui ont envie d'aller plus loin et de co-construire la ville maintenant, vu que cette expérience en fait est relativement positive? Alors oui, effectivement, en fait, ce qui est le fondement de la Cagette, c'est la philosophie municipaliste. C'est-à-dire comment est-ce qu'on recrée du commun et comment est-ce qu'on resocialise une partie des moyens de production et de distribution. Comment on s'appuie comment on ouvre la voie aussi pour de nouveaux services publics. Il se trouve que oui, il y a une bonne partie des adhérents de la Cagette qui aujourd'hui sont engagés dans une liste citoyenne qui s'appelle Nous Sommes à Montpellier, liste municipaliste et populiste. Donc il y a une volonté de participer. Une volonté d'aller plus loin. Là, c'est ponctuellement pendant cette campagne, mais il se trouve que par ailleurs, on a des amis qui ont ouvert un café associatif juste à côté. Oui, c'est toutes sortes d'associations qui se rencontrent. Voilà, notre vision de l'essaimage, c'est pas tant de reproduire le même modèle ailleurs, mais de considérer qu'on est un laboratoire pour travailler des pratiques collaboratives, participatives,
entre nous à l'intérieur de la coopérative et évidemment aussi avec nos fournisseurs, d'établir des relations commerciales de confiance, des relations qui vont leur permettre de leur donner l'air nécessaire et le temps nécessaire à se développer, à se transformer, à se convertir au bio, par exemple, pour un certain nombre d'éleveurs. Voilà, c'est comme ça qu'on pense l'essaimage à la cagette. Diffuser notre philosophie et nos pratiques. Et vous, Olivier Dallmann, comment faire participer davantage le citoyen à Pézenas? On a compris quand même qu'il était fier de sa ville. Comment on peut co-construire avec lui pour justement dynamiser le cœur de cette concertation. Voilà, la concertation, je pense, de s'adresser au plus grand nombre, de prendre le temps et de ne pas lésigner sur des heures et des heures de réunion pour vraiment prendre en compte l'ensemble, toute la complexité d'un lieu donné, donc, et peut-être surtout tenir compte aussi du côté évolutif, c'est-à-dire on peut avoir une vision sur... on peut se projeter sur 5, 10, 20 ans peut-être, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées parce qu'il fallait faire quelque chose, mais qui 5 ans ou 10 ans après ne correspondent plus du tout aux besoins. Donc essayer de contourner ça et aussi grâce à des initiatives participatives. Enfin, pour moi, toute cette bouilloire, si je puis dire, c'est un petit peu l'avenir, c'est ce qui doit se passer pour entraver cette fatalité qui est en train de se mettre en place. Alors justement, il nous reste 3 minutes d'émission. Si vous tous, vous étiez maire demain, quelle serait la mesure prioritaire que vous prendriez pour relancer le centre-ville? On va aller se poser la question à Charlotte, notre manager de centre-ville. Quelle serait, vous, la bonne idée que vous mettriez en place là tout de suite, si vous pouviez demain? C'est super difficile comme question. Je rejoins en tout cas les garçons qui ont discuté là parce que tout à fait, c'est le fait de pouvoir travailler tous ensemble qui fera que ça changera les choses. Après, une super idée géniale, là, je crois qu'il faut du temps, comme disait monsieur, et ça prendra le temps que ça prendra, mais je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment possibles à l'avenir sur le collectif et la redynamisation des centres-villes. Vous, Élie, qu'est-ce que vous mettriez en place si demain vous aviez les clés de la ville? Si demain j'avais les clés de la ville et que je devais penser la rénovation du centre-ville ou la redynamisation du centre-ville, ce serait la SERM, la transformation de la SERM. Aujourd'hui, la SERM, c'est la Société d'économie mixte qui est censée être le bras armé de la politique urbaine de la ville, qui nous a baladés pendant 5 ans, qui a été une perte de temps. Donc vous en feriez un outil plus efficace, peut-être plus à l'écoute des projets comme le vôtre? Qui s'intéresse à la question de la vacance des commerces, qui repense Alors ils ne sont pas là pour répondre, mais... la politique commerciale. Ils ne seront pas là pour répondre. Merci. Denis Millet, qu'est-ce que vous feriez, vous, si demain vous pouviez... Alors vous êtes déjà un petit peu dans l'action, mais voilà, vraiment, vous avez une baguette magique, là? Je pense que je mettrais l'accent sur le droit à l'expérimentation. Mm-hmm. C'est-à-dire de faire en sorte... C'est très difficile de pouvoir expérimenter dans le monde dans lequel on est. Il y a toujours des carcans administratifs, réglementaires qui font que c'est compliqué à mettre en œuvre. Parce que le droit à l'expérimentation, c'est le droit à l'erreur. Donc des boutiques à l'essai C'est des boutiques à l'essai, mais c'est aussi des pratiques d'aménagement urbain, des nouveaux modes d'habiter, etc. On est quand même dans une société qui bouge beaucoup. On fonctionne encore, on fabrique encore une ville pour des familles qui datent d'il y a 40 ans. On voit par exemple que la moitié des familles aujourd'hui, les enfants, pour la plupart des enfants, enfin du moins la moitié des enfants sont dans des familles recomposées, etc. Qu'est-ce qu'on a mis qu'est-ce qu'on a fabriqué comme espace pour eux dans la ville? Par exemple, l'espace pour les enfants dans la ville, c'est un vrai problème. Quel type de logement on peut leur produire, quel type d'espace public à partager, etc. Bon, vous avez plein d'idées, Denis Millet. On va laisser un peu de place aux autres. Frédéric Delamotte, vous? Alors bon, moi je suis pas candidat, donc c'est pas grave, parce que je vois cette campagne-là, je la suis un peu plus près, et je pense que ce qui est difficile, c'est bien faire les choses, ça demande du temps. Et c'est pas forcément compatible avec un mandat électoral. Et en cette période de campagne où tout le monde promet tout gratos, c'est difficile pour le gestionnaire honnête et consciencieux de continuer à avancer. Donc vous ne promettez rien. Voilà, je ne promets que... Olivier Dallmann, vous avez une idée, vous, éventuellement, quelque chose que vous aimeriez Ouais, j'accepterais d'être maire si j'étais tiré au sort. Voilà.
Allez, merci à tous les quatre et à tous ceux qui étaient aussi avec nous en duplex d'être venus partager des idées, des solutions. On se retrouvera la semaine prochaine, on va parler des transports. Merci à vous d'avoir regardé cette émission spéciale. Vous pouvez bien sûr la retrouver et la partager sur notre site internet. Merci à tous et à bientôt.